Bienvenue sur Hémisphère Droit, le podcast consacré au design. Le secteur digital est en plein essor et il existe un certain nombre de métiers encore peu connus du grand public. Nous allons au cours de ce podcast nous concentrer sur les métiers du design graphique au sens large. Je prends la parole avant le début de l'épisode pour vous présenter Frictionless, notre agence digitale qui vous accompagne sur les différentes phases de votre projet, la recherche utilisateur, le design d'interface utilisateur, ainsi que le développement de sites internet et d'applications mobiles. Hello Emmanuel. Bonjour, super content d'être là. Bonjour à tous. Je suis ravie de te recevoir sur le podcast Hémisphère Droit et je te laisse te présenter. Alors bonjour à tous, je suis Emmanuel de Vaumoret, donc je sévis depuis plusieurs années dans une spécialité qu'on appelle le SEO, le référencement naturel. Je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'en reparler pendant ce podcast. Et donc je suis le fondateur d'une agence qui s'appelle Applix. Et c'est une agence en fait qui vient de démarrer, qui veut être le trait d'union entre le référencement naturel en tant que tel, et puis tout ce qui va être les problématiques du X et les problématiques de CRO, parce que c'est en fait assez intimement lié. Et donc on a ici dans l'agence toutes les compétences pour voilà, faire marier les deux et avoir le maximum de résultats, parce que on va en discuter un petit peu, mais ça a de plus en plus d'importance l'un et l'autre. Donc voilà, c'est une nouvelle formule, une nouvelle agence, et voilà, j'espère que ça va bien fonctionner. Super. Et bien écoute, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous définir un peu ce que c'est que le SEO? Et puis même tu as évoqué le CRO, donc si tu peux aussi revenir un peu plus en détail dessus. Alors, donc du coup, le SEO, c'est le Search Engine Optimization, c'est tout le trafic que vous pouvez capter depuis Google. Alors, le petit bémol à ce que je dis, c'est que depuis Google, vous avez des résultats payants. C'est-à-dire que si je veux tout de suite être premier sur assurance auto, j'ai un moyen très simple qui s'appelle AdWords. Et donc, quand vous tapez dans Google assurance auto, vous allez voir, si vous êtes assez attentif, vous allez avoir des résultats payants, maximum 4, tout en haut. Et donc, ces résultats-là, ils sont assez pratiques parce qu'on peut être premier tout de suite sur une requête et regarder si votre site transforme. Et d'ailleurs, c'est une petite astuce que je donne en parenthèse ici. Souvent, c'est le référencement naturel, le SEO, je vais y venir, c'est une stratégie un petit peu plus long-termiste. Et donc, l'AdWords permet de tester, de se mettre premier sur une requête, alors moyennant un petit budget, mais ce n'est pas forcément des sommes folles. Et donc, on peut comme ça regarder si l'UX de son site ou si la transformation est là. Bref, donc en dessous de ces résultats payants, j'y viens, on a le monde du SEO, c'est-à-dire les résultats algorithmiques de Google qui donnent lieu du coup à l'algo et qui sont normalement pas ou peu manipulables. Et nous, les SEO, justement, on est là pour influencer ces résultats du mieux qu'on peut pour nos clients et pour être premier dans les premières pages juste après les résultats payants AdWords si jamais il y en a sur la requête en question. Super, hyper clair. Donc j'avais une question qui était plus de l'ordre du CRO. Qu'est-ce que tu entends par là? Et du coup, est-ce que tu peux faire le lien avec le design? Oui, tout à fait. Alors, donc du coup, justement, le point qui est important, c'est que on a pas mal de nos concurrents qui sont focusés sur la position dans Google. Donc, on va mettre une énergie énorme sur le fait d'atteindre telle ou telle requête. Et en fait, l'objectif ici, c'est d'avoir d'autres indicateurs pour obtenir des résultats. Et l'un des indicateurs, c'est le CRO, Conversion Rate Optimization. Ça consiste à regarder combien de personnes vont convertir sur mon site. Et donc, par définition, plus j'ai de personnes qui convertissent, mieux c'est. Alors, par quoi ça passe? Ça passe évidemment par des problématiques du X, parce que plus mon site est bien fait, plus la navigation est fluide, plus le maillage interne est pensé, plus je vais avoir probablement des conversions
en hausse. Alors, les auditeurs se disent peut-être, OK, mais alors, c'est quoi un bon taux de conversion? C'est une question en fait qui m'est souvent posée par mes clients. Alors, il faut savoir que on a la FEVAD, qui est un organisme qui va nous donner comme ça des chiffres e-commerce assez intéressants, communique sur les taux de conversion observés, par exemple en France. Donc, on est par exemple autour de 1,8 en France en taux de conversion sur l'e-commerce. Alors, il y a beaucoup de chiffres très intéressants sur la FEVAD. Je vous conseille d'aller voir toute cette restitution de data. Mais il faut savoir que, en gros, sur 100 visiteurs, si vous en avez un petit peu moins de 2 qui passent sur l'acte d'achat, bah c'est très bon. Enfin, c'est déjà un bon taux. Un, un Amazon de mémoire est dans les 5%. Donc, c'est évidemment très haut. Voilà, donc c'est pour ça que le CRO, ça va être l'optimisation de la conversion, l'optimisation de son tunnel de vente, l'optimisation de ses leads, et ça vient vraiment juste après le CEO et le SEO, c'est-à-dire le fait d'avoir amené un prospect sur son site. Et du coup, en fait, si je comprends bien, dans cette approche-là, on peut dire qu'en fait, il y a vraiment une corrélation donc, sur tout l'aspect parcours utilisateur, mais pas seulement. Il y a aussi la microcopie et une nouvelle discipline qui est en train d'émerger qui s'appelle l'UX Writing, qui vient de plus en plus permettre de participer notamment au maillage interne. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que finalement, parce que je vois qu'il y a aussi de nouveaux mots qui émergent, il y a des néologismes, on parle même de SXO, qui est en fait le rapprochement entre le SEO et l'UX, donc une optimisation globale. Qu'est-ce que tu penses de cette discipline? Est-ce que finalement, ça restera deux métiers distincts, pardon, ou bien c'est amené à évoluer sur d'autres aspects? Ouais, c'est une bonne question. Alors moi, si je joue la carte de la transparence, je ne suis pas toujours très fan des nouveaux noms qu'on peut trouver, le SXO. Donc, enfin, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Je pense qu'il faut faire attention, mais je parle en mon nom propre, hein, de ne pas se noyer dans des terminologies qui finalement brouillent un peu parfois le discours ou ce qu'on veut mettre derrière. Mais cela étant dit, c'est tout à fait, enfin c'est super pertinent et là où tu as raison, c'est que moi je pense que les agences traditionnelles vont probablement disparaître ou alors devoir migrer pardon, sur des nouveaux formats. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que euh, maintenant, même Google, sans se cacher, communique avec la dernière update Webcore Vital qui va être de dire, voilà, vous ne pouvez pas penser votre site uniquement en termes de ranking, de mots-clés et des choses aussi basiques que ça. Vous devez aussi prendre en compte le fait que votre site est optimisé ou pas sur l'UX. Alors, je vais essayer de donner un petit peu des exemples à nos auditeurs parce que ça peut être un peu flou à ce stade-là. Donc, d'abord, il faut comprendre que la base de notre métier, donc un consultant SEO, comme vous allez trouver dans la majorité des cas, je parle de 95% des cas, c'est un consultant qui va se concentrer sur 3 leviers. Donc, le levier de la sémantique, comment je peux optimiser sémantiquement mon contenu, comment je peux le retravailler. Je ne rentre pas dans les détails volontairement et on pourrait y revenir si tu souhaites. Après, deuxième levier, le levier technique. Donc, je vais voir comment on va réagir mon site en mobilité. Est-ce que j'ai un site qui est responsive? Est-ce que j'ai un site qui charge vite? Est-ce que j'ai un site qui n'a pas plein d'erreurs 404, etc. Et troisième levier, c'est l'off-site. C'est-à-dire les liens externes, le nombre de fois où on te cite, où on parle de toi. Sur tous ces leviers-là, si tu veux, un truc qui n'est pas forcément facile à dire, mais la majorité des agences travaillent sur ces leviers, alors qu'en réalité, c'est pas sur ces sujets-là qu'il faut mettre 100% des efforts. Je m'explique. En fait, si tu passes des heures et des heures à vouloir peaufiner techniquement ton site, ce sera un peu sans fin.
Si tu passes des heures et des heures à modifier ton contenu pour tenter d'être un peu plus clair ou que tu passes tous tes blogs de 300 mots à 1200 mots, c'est bien, mais est-ce que c'est vraiment la finalité? Si tu cherches à acheter des backlinks, à passer par les plateformes, c'est bien, mais dans quelle mesure Google commence à voir, à essayer de deviner quel est un lien naturel de ce qui n'en est pas? Et donc, on voit en fait au fur et à mesure que ces choses-là perdent un peu de poids en termes de résultats. Voilà. Sauf que problème, nos clients nous demandent du résultat, nos clients veulent de l'optimisation. En gros, 100% de nos clients, ils veulent pour 100 euros de prestations achetées, ils veulent 200 euros de ROI. Bon. Et donc, maintenant, on est une orée enfin, on est à une étape où j'ai créé Uplix justement parce que c'est des nouvelles questions qu'il faut se poser. Alors, je vous donne un exemple très concret. On voit par exemple que les temps de chargement sont importants. Et il y a encore des gens qui arrivent à dire ouais, le temps de chargement, c'est pas important pour le SEO. En fait, important ou pas, c'est pas forcément la bonne question. C'est que si tu as un site et qu'il cherche pas vite, c'est juste un problème en fait. Que ce soit de l'UX, que ce soit du CRO, que ce soit du SEO, que ce soit tout ce que tu veux, on ne peut pas se permettre de nos jours d'avoir un site qui ne charge pas rapidement. Et donc, on voit que Google a clairement, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais avec des indicateurs qui s'appellent LCP, FID, enfin un certain nombre d'indicateurs que vous pourrez voir dans Web Core Vital. On pourra peut-être ajouter en description du podcast les informations où vous pourrez aller lire, avoir de la littérature sur le sujet. C'est très clairement expliqué. Mais on voit qu'il ajoute des indicateurs qui vont justement étudier, par exemple, concrètement, combien de temps je mets pour pouvoir interagir avec le site. C'est-à-dire que ce n'est pas le temps de chargement en tant que tel, c'est déjà à partir de quel moment, quand mon site commence à charger, je vais pouvoir interagir avec lui. Voilà, ça c'est le LCP. Est-ce que je vais avoir des pubs qui vont me décaler mon contenu et finalement, je pensais cliquer sur un truc, finalement je clique sur une pub, ça m'énerve et je n'ai pas une expérience qui est bonne. Donc plein d'indicateurs qui vont aller creuser ces problématiques de temps de chargement. Et donc c'est un exemple tout simple pour dire que de nos jours, ce qui est important, c'est l'expérience utilisateur, c'est le SXO si on veut l'appeler comme ça, c'est le fait de relier l'intention, c'est-à-dire ce que l'on veut proposer à nos internautes, nous les éditeurs de sites, et puis la réalité, quoi. La réalité, c'est que on va avoir besoin de mettre des pubs. La réalité, c'est que on est sur une technologie qui est un peu lourde et qui n'est pas forcément parfaitement optimisée pour les temps de chargement. Mais malgré tout, j'aurai l'occasion de vous donner des exemples, mais en fait, on peaufine, quoi. On peaufine toujours l'interaction de l'internaute avec son site. Et moi, quasiment toutes les semaines, je mets à jour, parce que j'ai des sites qui sont des sites de laboratoire, mais c'est pas parce que c'est des sites de laboratoire qui ne vendent pas, qui ne font pas de la transaction. Et je les peaufine pour voir si le fait de modifier l'UX a un impact. Et en fait, ça a un impact très fort. Et voilà, je vois l'adaptation de Google vis-à-vis du SEO traditionnel qui commence à être mis de côté au profit d'indicateurs très précis. Et d'ailleurs, ces indicateurs, et je vais m'arrêter là parce que je suis un peu bavard sur cette réponse, mais ces indicateurs peuvent changer en fonction des niches. C'est-à-dire qu'on a par exemple un indicateur de temps de chargement qui va être important dans le e-commerce, et puis ça va l'être moins dans d'autres niches ou dans d'autres cas de figure. Pour un blog classique, ça va être le maillage interne. Enfin là, j'ai donné un exemple au hasard, mais les indicateurs peuvent varier. Google se basant sur des notions d'intelligence artificielle, ce qu'on appelle du deep learning, il va essayer de dire, tiens, je m'aperçois que l'expérience utilisateur est très importante au niveau des temps de chargement dans tel cas, mais peut-être moins dans tel cas. Donc ça, c'est très intéressant et voilà. D'accord. Et par exemple, là, quand tu nous parlais de l'indicateur dédié au maillage interne, j'ai remarqué qu'en fait, les usages évoluent beaucoup et que maintenant, notamment sur du format mobile, on est amené à être beaucoup plus sur le format vidéo. Et finalement, même sur les sites internet, je pense que la vidéo a fait de l'effet et du coup,
on est beaucoup plus dans ce côté d'instantanéité, là où les blogs qui avaient de l'importance en fait quelques années avant se trouvent un peu mis à l'écart. Donc, qu'est-ce que tu en penses par rapport au SEO? Est-ce que tu penses que finalement le blog, enfin, parce qu'on sait que c'est quand même incontestable que voilà, tu veux être bien référencé sur Google, tu as besoin d'avoir un maillage interne, des catégories, des articles, tout qui est bien customisé. Qu'est-ce que tu penses de ça dans la mesure où finalement les articles vont pas forcément avoir de l'impact pour l'utilisateur, mais plus pour l'algorithme en tant que tel? Alors, c'est une super question. Elle n'a pas de réponse forcément très arrêtée. Je dirais la chose suivante, c'est que bon, moi j'ai toujours adoré l'expérience utilisateur liée à la vidéo. En effet, ça a le vent en poupe et ça marche très très bien. J'ai pas de souci avec ça et ça fonctionne bien. Euh, c'est pas ce que tu as dit, mais de là à aussi mettre complètement de côté le contenu au profit de la vidéo, j'aurais un doute. Alors, le meilleur conseil qu'on puisse donner aux éditeurs qui fonctionne extrêmement bien, vous avez des vidéos sur le site de moz.com et ce qui fonctionne très très fort, c'est de mettre la transcription des vidéos. Une fois que voilà, qu'on a publié une vidéo, on met la transcription, comme ça on allie la force de la vidéo et puis la force du texte juste en dessous. Donc ça c'est un premier conseil. Maintenant, donc moi je suis 100% fan avec la vidéo. Après, euh, pour appuyer un peu ce que je disais tout à l'heure et pour vous donner un exemple en primeur, normalement je donne pas trop ce genre de data, mais je vais vous partager ça. Euh, En fait, on travaille ici, j'applique sur un outil de predictive ranking qui est en bêta en ce moment, donc qui n'est pas accessible à nos clients pour le moment parce qu'on veut être sûr des résultats. Et cet outil-là, en fait, il va tester quel est l'indicateur le plus important en termes de facteurs de ranking pour tel et tel client donné. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je mets en entrée de l'outil plein de facteurs de ranking. Donc on va mettre une vidéo, on va mettre la taille le temps de chargement, on va mettre ce dont je parlais, le LCP, le FID. On va calculer, on va regarder la taille de la balise title, la taille des balises H1. Enfin, on va mettre plein d'indicateurs que nous on connaît, pour la plupart historiques, hein, du SEO. Si jamais on fait une interrogation écrite à des gens qui font des cours sur le référencement naturel, ils vont pouvoir en donner. On met ça dans un outil d'intelligence artificielle, de deep learning, et l'outil va nous dire, bah voilà, sur l'ensemble des informations que tu m'as données, j'ai regardé tous les sites du client, enfin tous les sites et les concurrents, pardon, du client. J'ai regardé la liste de mots-clés, le ranking de Google, et je détecte que la majorité de ces sites ont en point commun tel et tel facteur de ranking qui semble donc prépondérant dans ce cas-là. Et vous voyez, par exemple, dans le monde de l'assurance, on s'aperçoit que, par exemple, le maillage interne est très important. Donc, je donne cet insight parce que tu me parlais tout à l'heure de maillage interne. Le maillage interne est quand même quelque chose d'important et à la fois extrêmement compliqué, puisque on voudrait l'automatiser, mais on ne peut pas le faire totalement, parce que bien savant est celui qui sait où il faut mettre exactement le lien pour qu'il soit cliqué, etc. Donc voilà, mais en effet, la vidéo, le maillage interne sont des points qui sont par exemple de plus en plus importants de nos jours, parce que qui semblent être prépondérants dans des stratégies SEO pour un certain nombre de niches. Oui. Et je ne sais pas si tu as vu, mais il y a un article qui est sorti du blog du modérateur sur les tendances SEO pour 2021 et plus Ouais. précisément le SXO avec plein d'insights. Est-ce que toi, tu aurais des insights à me transmettre? Ouais. Alors, il y a beaucoup de choses. Je pense que là aussi, je vais faire exprès de ne pas perdre nos auditeurs avec des conseils trop techniques. Bon, moi, ce que je disais tout à l'heure, je le pensais très fort. D'abord, le premier conseil, c'est, et surtout si on parle à des UX et peut-être des intégrateurs, en fait, moi, je vais y aller, je vais y aller franc jeu. Je trouve que très souvent, l'intégration est faite de façon discutable et on se retrouve avec un UX qui au départ est très joli sur le PSD, mais ensuite sur l'intégration, c'est un petit peu fait de façon
délicates. Je donne un exemple très simple. Par exemple, on va se retrouver avec des balises H1 et puis H3. Et puis, il n'y aura pas de balise H2. Et on ne sait pas pourquoi. Et donc ça, c'est un peu problématique. Donc mon premier conseil, c'est soigner l'intégration et faire en sorte que on ait une page qui soit notamment, par exemple, sur les balises HN, H2, H3, H2, H1, H2, H3, qui soit vraiment en fonction du contexte. Et on ne va pas mettre, si possible, des balises H4, H5 dans le footer ou dans le header ou dans la sidebar. Ça, c'est vraiment une mauvaise pratique. Donc, l'idée de mettre des balises à chaîne un peu partout, ça, c'est pas bon. Par contre, l'idée de mettre juste la H1 sur le titre et la H2 sur le sous-titre, déjà, juste ça, c'est très bien. Il ne faut pas aller plus loin au niveau des balises à chaîne. Donc ça, c'est un premier conseil, mais en fait, je me suis égaré. Je voulais simplement dire sur les conseils de 2021, le plus important, c'est les temps de chargement. Je voulais dire que le fait d'avoir encore de nos jours des sites qui chargent super lentement, moi, ça me fait bondir. Alors, ce qui est vrai, c'est que c'est facteur de plein de choses. On peut avoir un site assez bien construit, mais un hébergement de merde. On peut avoir l'inverse aussi. Voilà. Mais les temps de chargement, c'est hyper important. Pour vous donner une notion, pour vous donner un exemple, pardon, sur Amazon, quand on fait une mise à jour du site, si ça impacte négativement les temps de chargement, c'est retour à l'envoyeur, tu retravailles ta copie et ça ne doit pas impacter les temps de chargement. Donc c'est vraiment un sujet important et vous devez être attentif à ces choses-là. Ensuite, donc ça c'est vraiment les choses simples. Donc j'ai parlé des balisations qui sont importants. Il y a aussi le nombre de pages qui est important. Google a communiqué en parlant d'un impact potentiellement négatif sur les pages qui sont en non-index. Alors les pages en non-index, pour ceux qui nous écoutent, c'est des pages où on les a fermées en indexation. Voilà, on dit explicitement Google ne m'indexe pas. Sauf qu'il faut maîtriser un peu ces pages-là si jamais vous commencez à jouer avec ces réglages-là. Parce que Google peut commencer à dire, voilà, tu m'interdis d'indexer cette page. Or, je vois qu'elle est consommée et donc par les internautes. Donc, du coup, je doute un peu de ton souhait de ne pas l'indexer puisqu'elle est consommée, elle doit être utile pour les internautes. Et si elle est utile pour les internautes, je ne vois pas pourquoi elle ne serait pas dans mon index, moi, Google. Donc, ça, c'est un deuxième point qui est important. Potentiellement, c'est les pages en non-index. Et puis après, c'est le cœur de notre travail ici. Et ça, je pense que la plupart de nos auditeurs sont très calés sur le sujet, mais c'est travailler l'expérience utilisateur. Moi, je vous donne un exemple concret. Alors, pour le coup, là, je ne sais pas encore ce que ça va donner, mais je me suis dit, tiens, en fait, je l'ai vu sur un autre site et je l'ai copié. En mobilité, donc quand on est en version mobile, je mets le menu de mon site e-commerce en bas. Parce que je trouve que le menu est plus accessible avec le pouce quand ça se trouve en bas de l'écran que tout en haut à gauche. Va toucher un burger avec ton pouce et un iPhone dernière génération XXL. Bon, ça me paraît assez compliqué. Donc voilà, je teste des expériences et c'est vrai que voilà, plus on a la chance de pouvoir faire de la B-test et de vérifier un peu l'engagement qu'on peut avoir sur ces sites avec des heatmaps. Vous savez, les heatmaps, c'est des logiciels qui vont permettre de savoir les points de chaleur, où est-ce que les liens sont les plus cliqués. On a aussi Google Optimizer qui va permettre de faire de la B-test et changer, par exemple, ne serait-ce que la couleur d'un bouton pour savoir si ça transforme plus. Bon, ça, c'est plein de petits conseils qui permettent de gravir la montagne du SXO et d'aller chercher du CRO, de l'optimisation et plus de prospects à terme. Yes. Et donc du coup, tu nous parlais du temps de chargement. Est-ce que tu penses que par exemple le fait d'inclure beaucoup de vidéos, qu'est-ce que tu penses en fait de la durée optimale des vidéos sur un site pour un utilisateur lambda, voilà. Alors, premièrement, comment on va intégrer les vidéos sur le site a en effet beaucoup d'importance. Et il y a des solutions techniques pour faire en sorte que les vidéos
se charge plus vite, se précharge avec le differ en JavaScript. Donc, il y a un certain nombre de méthodes. Donc, ça, c'est sûr que si on fait un embed avec une vidéo sur son site, en effet, réfléchir ou faire une passe d'optimisation pour que la vidéo charge vite, ou alors pas au chargement de la page, mais au clic uniquement, et je dis bien au clic uniquement. Là, ça a beaucoup de sens. Après, sur les vidéos, moi, je n'invente pas la roue en disant que les vidéos les plus courtes sont les plus efficaces et celles qui fonctionnent le mieux. Voilà. Est-ce que Il y a- c'est en il y termes a- de secondes, par exemple? Parce que c'est vrai qu'après, on sait hein, que c'est des vidéos courtes, mais toi, quel est ton avis personnellement? bah, moi, je suis en phase avec ça, mais je parle en tant que consommateur. Par exemple, enfin, je vais donner un exemple personnel, mais je suis très très fan des vidéos Facebook parce que en fait, ce format très court qui en plus va avec un outil me donner que les vidéos que je regarde du même type. Voilà, donc ça c'est très efficace. J'aime beaucoup, par exemple sur les publicités. Euh, les gens qui redoublent d'efforts pour essayer de capter leur auditoire. Vous savez, parfois, de temps en temps, on a des gens qui font ah, papa, attends, ne clique pas tout de suite, écoute ce que j'ai à te dire. Et puis après, il sort son truc commercial. Et donc voilà, moi, je trouve ce format-là très efficace. Et puis après, je pense que vous connaissez peut-être tous, ton auditoire doit connaître ça, mais quelque chose qui fonctionne aussi, c'est le motion design, voilà, qui fonctionne toutes les vidéos animées, mais pas forcément voilà, avec des petits caractères, tout ça, ça marche assez bien et c'est ludique. Moi, j'aime beaucoup, j'ai pas d'action chez eux, mais j'aime beaucoup ce que font Spendesk sur leur site. Je trouve que le site est très efficace et très travaillé en termes d'UX et avec l'utilisation de la vidéo notamment. Alors, forcément, des gens qui nous écoutent qui vont nous dire ah non, moi, j'aime pas du tout. Comme on dit, chacun ses goûts de merde. Mais voilà, moi, je trouve que c'est très efficace ce qu'ils font, aussi bien en SEO qu'en UX. Nickel. Est-ce que tu aurais des ressources SXO à nous conseiller? Que ce Alors, soit des ouvrages ou des sites internet? ouais, donc moi ce que je recommande c'est Web Core Vital, vous pouvez taper ça dans Google, il y a énormément de littérature sur le sujet. Moi je regarde beaucoup de blogs américains, alors il faut que je t'envoie des exemples, j'ai pas forcément en tête. Euh, j'ai un blog qui s'appelle Too Long Didn't Read qui est assez efficace sur ces sujets-là notamment, mais pas que. Voilà, donc moi je m'en tiens beaucoup quand même aux guidelines officielles de Google parce que finalement après c'est des interprétations, donc je préfère avoir mes propres interprétations, mais je lis sur le sujet quand il y a des informations qui suivent. Mais c'est aujourd'hui en fait malheureusement ce qui m'empêche un peu de te répondre, c'est que ça reste un peu des notions très neuves. Donc, la plupart de la littérature qu'on a sur le sujet, c'est des choses qui survolent un peu, qui vont en gros, en synthèse, vous parler du X, mais de façon très légère. Voilà, on n'a pas encore vraiment de data. D'ailleurs, c'est pas forcément mis en place en France pour le moment. Je crois que ça va arriver en mai, si je dis pas de bêtises. Donc ça manque encore un peu de littérature parce qu'on manque tout simplement de recul. Et voilà, mais en tout cas, le site en lui-même de Google sur le sujet est hyper clair. Donc voilà, c'est déjà quelque chose qu'il faut lire. Ouais, c'est clair. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail d'un cas concret où tu es parti en fait de l'audit jusqu'au déploiement de la solution? Oui, Une amélioration de la navigation plus précise. exactement. Alors moi j'ai un cas très concret. Alors évidemment, ce que je te disais avant qu'on démarre ce podcast, c'est mon cas à moi et je ne veux pas en tirer de conclusions trop hâtives, mais enfin ça fait des années que je travaille sur le sujet, donc j'ai mes petites pépites là-dessus que je partage en vidéo et dans mes conférences. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a un an à peu près, un peu avant octobre-novembre, du coup, je décide de reprendre un site e-commerce qui s'appelle, vous pouvez aller voir, une autre paire de manches. Alors attention, hein, l'UX est tout à fait sommaire. C'était plus un laboratoire SEO qu'autre chose. Et
Et puis j'étais aussi limité par des budgets, voilà, j'étais limité par le budget, donc j'ai pas pu non plus avoir un design de fou. Un jour peut-être. Et donc une autre paire de manches, un site de boutons de manchette qui était à l'état zéro, quoi. C'est-à-dire que le site, tu pouvais acheter dessus, mais pas grand-chose d'autre. C'était vraiment très minable. Et donc, du coup, je vais voir la personne à qui ça appartient et voilà, je propose une association pour reprendre de zéro tout l'aspect digital de son site internet. Donc, on a trouvé un accord et donc, c'est ça que je veux vous partager en termes d'exemples concrets. Donc, déjà, le premier enseignement, c'est que pour avoir des résultats, j'ai mis 1 an. Alors, 1 an, pourquoi? Pour 2 raisons. La première, c'est que je ne m'y suis pas du tout lancé full-time, puisque j'avais un travail à côté et un certain nombre d'occupations, notamment en père de famille. Mais dès que j'avais un peu de temps libre le week-end ou par des heures chapardées par-ci, par-là, j'essayais d'y passer du temps et de le faire évoluer. Maintenant, j'ai aussi sous-traité une grosse partie, donc il fallait aussi que le temps fasse son œuvre. Donc j'ai mis à peu près 1 an. Ça peut donner à nos auditeurs déjà une première notion, c'est que tout ça, ça met du temps et que c'est assez compliqué d'avoir des résultats en quelques semaines. Deuxième sujet, j'ai refait techniquement le site, c'est-à-dire que j'ai demandé à une agence de me remettre un PrestaShop tout propre avec un semblant de navigation. Alors comme je le disais, ça n'a rien de très folichon, on est totalement d'accord si vous allez voir, mais au moins ça a l'intérêt d'avoir les principales catégories. Et vous voyez, si vous allez voir, j'ai une catégorie par couleur, une couleur de bouton de manchette, par matière, par forme. Et pourquoi tout ça? Parce que je vise les gens qui tapent dans Google bouton de manchette rouge, bouton de manchette carré, bouton de manchette métal ou or. Et ça, c'est un premier point. Donc, je voulais des landings très précises sur chacune, ce qu'on appelle les facettes. Donc, les options qu'on peut avoir sur un site e-commerce. On appelle ça des facettes dans SEO. Donc, techniquement, j'ai retravaillé ça. C'est le travail d'une vie. J'y bosse encore beaucoup. Et donc, c'était ma deuxième étape. Troisième étape, c'est que j'ai travaillé sur tout ce qui va être le contenu. Donc, j'ai fait faire un cocon sémantique de 40 pages de 1200 mots. 40 pages, 1200 mots. Donc là, je ne suis pas forcément allé dans ce que tu disais tout à l'heure. Je n'ai pas visé des choses très visuelles. J'ai vraiment bourriné en termes de contenu. Pourquoi? Parce que je voulais donner à Google un maximum de matière. Donc, mon cocon sémantique, c'est quoi? C'est comment mettre un bouton de manchette, comment le nettoyer, ou acheter un bouton de manchette, pour quelle occasion porter un bouton de manchette. Et donc, ça a permis de faire du contenu un peu expert. Alors, expert, toute proportion gardée, on est bien d'accord, mais dans ma thématique, quoi. Donc ça a bien fonctionné parce que le blog en tant que tel a généré quand même et génère encore une partie importante du trafic qui, bien sûr, est un trafic d'opportunités. Le but étant de rapatrier les gens vers mon site internet et les pages de vente, bien évidemment. Donc le deuxième sujet, donc c'est le contenu, ça se travaille. On peut, grâce à ce contenu, faire du maillage interne, optimiser les pages, regarder celles qui commencent à ranker. Et voilà, très vite, par exemple, bouton de manchette mariage, j'étais premier. Voilà, il y a un certain nombre de requêtes qui ont commencé à fonctionner. Ensuite, j'ai commencé un travail où j'ai créé des blogs autour de ce site. Alors là, on attaque un peu le côté un peu expert. Moi, j'ai pas mal bossé. Je bosse toujours avec Udot, donc YOUDOT, qui permet d'aller chercher, de faire des blogs satellites. Alors, si je dis le mot PBN, ça fait un peu le mot grossier pour ceux qui connaissent, et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un réseau de blogs, Private Blog Network. Et en fait, moi, je n'ai pas du tout fait ça. C'est-à-dire que j'ai fait un réseau de blogs, mais en effet privé, mais j'ai essayé de faire un truc hyper qualitatif où je travaille d'autres sémantiques, d'autres orientations, enfin d'autres façons d'attaquer ma niche qui est les boutons de manchette. Et l'idée, c'était de créer des liens puissants vers
enfin puissants, qui ont un peu de patate et sémantique vers une autre paire de manches. Donc il y a tout un levier off-site que j'ai déployé pour aller générer de la puissance depuis des sites externes vers une autre paire de manches. Et voilà, maintenant on est deuxième, parfois on est troisième, mais on est deuxième sur le mot bouton de manchette, qui est évidemment pour moi le Graal. Donc c'est un site qui a fait x6 en termes de chiffre d'affaires cette année par rapport à Noël dernier. Sur la fête des pères, j'étais sur un x4. Et donc voilà, ça a porté ses fruits. Mon investissement a été rentabilisé en un an. Et donc voilà, et je vais en finir juste, si j'ai encore 2 secondes pour finir la réponse, tu me pardonneras si je suis un peu verbeux, c'est que j'ai beaucoup travaillé l'expérience utilisateur. Alors, encore une fois, je ne peux pas y accorder un temps complètement dingue parce que maintenant j'ai Uplix et que j'ai toujours eu des projets à côté, mais j'essaye de renforcer le fait que les gens puissent, par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai rajouté un bouton PayPal pour que les gens puissent acheter plus rapidement. J'ai retravaillé les petites étoiles dans Google. Quand on va taper une recherche, il va y avoir des petites étoiles qui vont donner des avis. Enfin, il y a pas mal de petites choses qu'on peut faire pour améliorer la perception de Google. Et donc, l'UX, c'est quelque chose d'assez important pour moi. Alors, je pense que j'ai moins de connaissances que tes auditeurs. Mais en tout cas, dès que je pense à quelque chose, j'essaie de le tester, faire des A/B tests et en fonction, j'arbitre. Super. Et bah écoute, la question de la fin, quel serait ton conseil pour quelqu'un qui souhaite débuter en design? Alors, ça, c'est une question difficile. C'est toujours la question piège, la dernière question, c'est ça? Ouais, bah oui, toujours. Non, c'est pas drôle. En fait, bon, moi, je suis très admiratif de l'UI, de l'UX. Et c'est un métier qui est pour moi très difficile parce que beaucoup plus sujet au fait de dire, enfin, à la subjectivité. Donc, du coup, je dirais qu'il faut, comment dire, souvent on a des bonnes intuitions et je pense qu'il faut faire attention entre ce qu'on lit, ce qu'on vous dit de faire et la réalité. Et au final, voilà, je trouve que le meilleur des conseils, c'est voilà, se faire confiance, regarder un peu les choses qui fonctionnent. Et je finirai simplement avec un dernier conseil qui permet d'être un peu moins large. Il y a quand même des outils complètement fabuleux qui permettent, avec la data, de se confirmer nos intuitions. Alors, je pense à qui? Je pense à PerfMaker, donc on pourra les mettre en fin. Je pense à Google Optimizer, qui vraiment est un outil d'aide à la décision. Bon, je ne peux pas tous les citer, mais voilà, il y a beaucoup d'outils qui permet de se confirmer. Ah si, il y a un outil que je vais vous donner qui est absolument, enfin moi que j'utilise beaucoup, qui est absolument génial. C'est l'outil de Yandex. Yandex, c'est le moteur, c'est le Google russe. Et il y a l'équivalent de Google Analytics qui s'appelle Yandex Metrica et qui permet, alors donc vous mettez le JS sur votre site, vous vous enregistrez sur le site. Pardon. C'est le Google Analytics russe. Donc voilà, si vous l'utilisez uniquement en compteur de trafic, ça peut faire doublon. Mais il y a une fonctionnalité, et ça je vous le donne en primeur, c'est pas très connu comme astuce. Il y a une fonctionnalité qui permet d'enregistrer vos internautes. Donc en gros, vous installez le JavaScript comme si vous installiez Google Analytics et vous allez avoir une option sur la plateforme qui permet de voir, bah, tiens, regarde, tous ces gens-là, ils ont visité une page, tous ces gens-là, ils ont visité 2 pages, tous ces gens-là, ils ont visité 3 pages. Et on peut derrière cliquer et on voit une vidéo du parcours utilisateur de la personne. C'est-à-dire qu'on le voit cliquer sur A, puis sur B, enfin, on le voit naviguer sur le site comme si on était derrière son épaule pendant le surf.
Donc ça, c'est super intéressant en fait parce que du coup, on fait ah tiens, il a pas cliqué là, il a bugué ici, etc. On arrive à deviner pourquoi il s'est arrêté ou pas toujours, mais voilà. Donc ça, c'est un super conseil qui permet bah, voilà, de se confirmer ce qu'on a fait en se faisant confiance et voilà, en avançant. Voilà, voilà. Bah écoute, merci beaucoup Emmanuel. Je t'en prie. J'espère que ça t'a intéressé et que ça va intéresser tes auditeurs. Yes, à la prochaine. Bon, merci. Et puis voilà, je reste à votre disposition pour tous ceux qui nous écoutent pour plus d'informations, pour échanger. S'ils veulent, ils peuvent me contacter sur LinkedIn, me suivre. N'hésitez pas, si j'ai pas été clair sur un sujet. Je vous remercie à tous pour votre temps. À bientôt. À bientôt. Ciao.